Donc les violences sexuelles en période de conflit armé qui ont pendant des siècles été traitées comme de simples dommages collatéraux de la guerre, donc elles n'étaient pas sanctionnées parce qu'on considère que les violences sexuelles font intimement partie de la guerre. La guerre est un environnement violent, la guerre est un environnement profondément machiste. La guerre est un environnement où on va valoriser la masculinité, une masculinité agressive, une masculinité de conquête. Et on sait que sitôt que la masculinité est associée à l'agressivité, à la conquête, automatiquement, elle va être accompagnée de viols et de violences sexuelles. Donc on a parlé de dommages collatéraux de la guerre, on a parlé de sous-produits de la guerre. Il n'y a pas de guerre sans violence sexuelle. Et les violences sexuelles sont commises par toutes les armées, sans considération de culture, sans considération de religion, sans considération de niveau de développement. Toutes les armées au monde, qu'il s'agisse d'armées régulières ou qu'il s'agisse de milices privées ou de fronts de libération, toutes les armées commettent des violences sexuelles. Et elles ont de tout temps été négligées. Elles n'ont pas été poursuivies, d'une part parce que les principales victimes de ces violences, ce sont les femmes, et que ce qui touche les femmes ne concerne que les femmes. Les femmes, nous ne représentons que les femmes, nous ne représentons pas la société, alors même que nous constituons 50% de l'humanité. Et le problème des femmes reste un problème des femmes. Et lorsqu'à la table des négociations, lorsqu'au moment de rédiger les grands instruments juridiques internationaux, ce sont des hommes qui sont peu ou beaucoup moins touchés que les femmes par ces violences-là. Et donc ces violences-là vont être laissées de côté. Et au moment de la fin des conflits, au moment de l'arrêt des combats, aux tables de négociation, on n'a pas de femmes. Et donc, encore une fois, les violences commises contre les femmes sont laissées de côté. Et elles ont d'autant plus été négligées dans les conflits armés qu'il y a un regard très ambivalent qui est porté sur ces violences, aussi bien par les hommes politiques, les chefs d'État, que par les chefs militaires. C'est-à-dire qu'on les considère comme un mal nécessaire. On ne va pas bien sûr, on les considère comme un crime. Ça a toujours été considéré comme un crime de guerre dès la rédaction des premiers instruments internationaux au début du XXe siècle. C'était bien un crime de guerre, mais on ne les poursuivait pas parce qu'on considérait qu'on allait porter atteinte à l'agressivité, à la stimulation des soldats. Et on considérait qu'effectivement, les femmes, pendant longtemps n'étant pas des sujets de droit, donc n'étant pas des personnes dotées de droits, étant seulement des objets de droit, on a des droits sur elles, eh bien le vainqueur, par rapport au groupe vaincu, il prenait ses biens, il prenait ses femmes. Et avoir droit au corps des femmes, c'était un stimuli, et ça reste un stimuli extrêmement important, donc on n'a pas essayé de poursuivre ces violences-là. Et on le voit au niveau du vocabulaire employé en droit international dans les instruments juridiques internationaux jusqu'en 1998. 1998, c'est pas il y a 100 ans là, 1998, on parlait de quoi ? On parlait d'atteinte à la dignité, on parlait d'atteinte à l'honneur, on parlait d'atteinte aux droits de la famille, on ne parlait pas d'atteinte à l'intégrité physique et à l'intégrité mentale, parce que c'est ce que c'est une violence sexuelle. C'est pas la dignité qui est atteinte, c'est le corps. Et en plus, avec les violences et les actes de barbarie qu'on pose aujourd'hui sur les femmes, c'est des corps déchirés, c'est des corps ravagés. Ce n'est pas une atteinte à la dignité, ce n'est pas une atteinte à l'honneur, ce n'est pas une atteinte aux droits de la famille. Et en parlant d'atteinte à la dignité, qu'est-ce qu'on est en train de dire ? Que la femme violentée, elle est devenue indigne. Quand on parle d'atteinte à l'honneur, qu'est-ce qu'on est en train de dire ? C'est qu'elle est déshonorée. Et donc, on fait peser sur ses épaules, et c'est toujours vrai d'ailleurs, en dehors même des conflits armés, la violence sexuelle a cette perversité que la honte repose sur la victime et pas sur le violenteur. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on va parler de ces violences sexuelles comme étant une atteinte à l'intégrité physique, une atteinte à l'intégrité mentale, et qui plus est, des atteintes graves, parmi les plus graves, à l'intégrité physique? Qu'est-ce qui a changé ? Eh bien, ce qui a changé, 1998, c'est une décision du tribunal pénal international pour le Rwanda qui va redéfinir les violences sexuelles, qui va les nommer pour ce qu'elles sont. Qu'est-ce qui a changé ? Eh bien, on a découvert en 1992, en Bosnie, des camps de viol, où des femmes musulmanes ont été massivement enlevées, enfermées dans ces camps de viol. On estime qu'à peu près 70 000 femmes musulmanes ont été enfermées dans ces camps. Elles ont été violées à répétition jusqu'à ce qu'elles mettent au monde des enfants serbes. La religion musulmane se transmet par le père. Toutes ces femmes qui ont été mises enceintes
ont mis au monde des enfants non musulmans, on les gardait dans ces camps de viol jusqu'à 7 mois de grossesse et ensuite on les libérait. Il a fallu 70 000 femmes violées pour qu'on commence à se dire peut-être qu'on n'est pas dans un dommage collatéral. Et la deuxième catastrophe humanitaire qui a enfin incité les juristes à définir autrement les violences sexuelles, c'est le génocide des Tutsis du Rwanda. En 10 semaines, entre 250 000 et 500 000 femmes ont été violées. On n'est plus dans un dommage collatéral. On est véritablement dans une arme de guerre qui relève de stratégies militaires où des hauts responsables vont planifier, vont organiser et vont ordonner le viol des femmes. Et notamment en Afrique, mais ce n'est pas le seul cas, mais notamment en Afrique, on va ordonner aux porteurs de sida de violer massivement les femmes pour les contaminer. Le sida est devenu l'arme bactériologique du pauvre. Et le sida ne s'est jamais autant transmis qu'au moment des conflits, avec ces viols de masse, donc des centaines de milliers de femmes qui sont violées, viols collectifs, et où effectivement le sida devient une arme de guerre. Alors qu'est-ce qui explique que ces violences soient devenues une arme de guerre? C'est que les guerres ont changé de visage. Jusque dans la Deuxième Guerre mondiale, bien que maintenant, avec ce qui se passe en Russie, on renoue avec des guerres classiques, mais on avait des guerres classiques qui opposaient des États à des États, des armées régulières à des armées régulières, et donc des guerres qui étaient quand même si c'était moins que plus, qui étaient quand même encadrées par un droit international, et notamment le droit international humanitaire, qui est le droit qui encadre les violences et qui essaie d'humaniser la guerre. Aujourd'hui, la majorité des conflits sont des guerres civiles. Ce sont des guerres internes au pays qui opposent des armées de libération, des mercenaires, qui opposent des armées régulières à des groupes de rebelles, et donc des armées qui ne respectent plus rien du droit international humanitaire. Guerre civile, ça veut dire guerre de proximité. Le groupe qu'on va vouloir éliminer, c'est le groupe à côté duquel on vivait. Et les objectifs de la guerre ont changé. Des guerres raciales, des guerres religieuses, des guerres ethniques. On n'est plus dans des objectifs géostratégiques, géopolitiques. On est dans des objectifs de destruction totale du groupe ennemi. Et c'est pour ça que les violences sexuelles prennent une telle ampleur, deviennent une véritable tactique de guerre, parce que par les violences sexuelles, on va pouvoir détruire le groupe comme ne le permettrait pas la Kalachnikov. Comment? Violence sexuelle, crime de souillure. On est en train de violer des femmes et de les souiller. Crime d'honneur. On est véritablement dans cette logique du crime d'honneur. Plus les sociétés valorisent la virginité de la femme, plus les sociétés valorisent le contrôle sexuel de la femme, une femme dont la sexualité est réservée à son mari et à son mari uniquement, plus les violences sexuelles deviennent une arme de guerre parce qu'on la déshonore, parce qu'on la souille. Et d'ailleurs, bien souvent, au lendemain des conflits, ces femmes vont être totalement rejetées, totalement ostracisées. On va même les tuer parce qu'elles ont déshonoré le groupe. On va totalement les rejeter. Elles parlent de double peine. Elles ont été victimes dans des conditions atroces d'actes de barbarie et elles vont en plus être rejetées par leur groupe. Et attention, l'honneur qu'on atteint, c'est l'honneur des hommes. Parce qu'à travers le corps des femmes, c'est aux hommes qu'on s'adresse. Aux pères, aux fils, aux frères, à l'oncle, qui n'ont pas su défendre leurs femmes, qui n'ont pas pu défendre leurs femmes. Et ce qu'on leur renvoie, en plus de souiller ces femmes, en plus de les rendre impropres à leur groupe, ce qu'on renvoie aux hommes, et là vous voyez qu'on est totalement dans les valeurs patriarcales de la société, le rôle des femmes, le rôle des hommes. Qu'est-ce qu'on renvoie aux hommes? On les dévirilise en disant « vous n'avez pas été capable de les protéger, vous le sexe fort, vous le sexe dominant, vous n'avez pas été capable de protéger les personnes qui sont les plus faibles dans la société, qui sont non combattantes, les femmes et les enfants. » Et dernier objectif qui fait que les violences sexuelles deviennent des armes de guerre redoutables et qui atteignent un but que n'aurait jamais atteint la Kalachnikov ou toute autre arme militaire, c'est qu'on va transformer la démographie du groupe par les violences sexuelles. On l'a vu en Bosnie, les camps de viol, on est en train d'implanter dans le corps de la femme l'enfant de l'ennemi. On est en train de changer la démographie du groupe. Au Rwanda, viol massif des femmes Tutsis. L'ethnie se transmet par le père.
tous les enfants nés de ces viols sont des enfants hutus. On est donc en train de transformer le groupe, de porter atteinte au futur du groupe, ou alors, et là on se sert de la femme comme matrice. Et vous voyez comment on est encore dans ces rôles de la femme. On se sert de la femme comme matrice, excusez-moi, non seulement pour changer l'identité démographique du groupe, on va donc polluer la filiation, rompre le lien de filiation, ou alors on va détruire les organes génitaux de la femme. On va détruire sa capacité de reproduction. Et c'est pour ça qu'avec ces actes de violence sexuelle, on va poser des actes de barbarie extrême. Au Rwanda, on a versé de l'acide dans le vagin des femmes. On a tiré dans le vagin des femmes. On les a violées avec des couteaux, avec des gourdins, avec n'importe quel instrument. On détruit la capacité de la femme à se reproduire et à reproduire le groupe. On arrête le flot des combattants futurs. On touche la femme donc dans sa triple identité de femme, dans son identité de mère, dans son identité de porteuse de l'honneur et de l'identité du groupe. C'est pour ça que les violences ont changé de nature. Et malgré le fait qu'aujourd'hui on les reconnaisse à la hauteur de leur gravité, elles font toujours partie des crimes les moins punis. Et je pense à la Cour pénale internationale, et je finirai avec ça, la Cour pénale internationale qui est donc la Cour internationale qui juge les crimes les plus graves au niveau international, le crime d'agression, mais les violences sexuelles ne concernent pas le crime d'agression, c'est agresser un pays, ce que vient de faire la Russie avec l'Ukraine, mais le crime de guerre, le crime contre l'humanité, les crimes contre l'humanité, on ne s'en prend qu'aux populations civiles, massivement, le crime de génocide qui consiste à vouloir éliminer un groupe en raison de son identité, nationale, ethnique, raciale ou religieuse, et voyez comment le viol, en transformant l'identité, est une arme génocidaire. Eh bien, malgré le fait que ces crimes aient été érigés en crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide, en 20 ans de fonctionnement de la Cour pénale internationale, un seul jugement, où on a jugé avec pour chef d'accusation viol et violence sexuelle. Et pour combattre ces violences-là, il faut rétablir le rôle des femmes dans la société. On ne peut pas combattre ces violences-là si on n'arrive pas à une égalité homme-femme. Merci.